On va dire que toi, tu es mon boss et tu vas me demander, bah, écoute Rémi, donc, quand est-ce que tu as fini le projet? Et je vais dire, bah, je sais pas. Bonjour, bienvenue sur From K to M pour ce quatrième épisode de la semaine avec Dev Thinking. Aujourd'hui, Rémi va nous détailler la méthodologie Design Thinking, comment on peut innover grâce à cette méthode. Donc là, tu vas nous détailler le processus de design thinking et par où on commence. Ouais. Alors, je vais t'expliquer en fait quels sont les points qui sont hyper importants dans le processus design thinking et quelles sont les difficultés en fait à implémenter en fait un tel état d'esprit dans l'entreprise. Donc, les premières difficultés dans une entreprise, c'est en fait de caster en fait une équipe. Donc de sélectionner des équipiers qui vont travailler ensemble. Parce qu'il faut les faire venir de différents silos et en général c'est compliqué. Parce qu'en fait le boss il ne veut pas perdre l'un ou l'autre de ses collaborateurs pour un projet qui est transverse. Donc en général là c'est déjà le premier point compliqué. Le deuxième point compliqué c'est en général lors de la phase d'interview. Il y a beaucoup de salariés et de collaborateurs dans une boîte ou les boîtes elles-mêmes qui disent « moi mon client je le connais, mon utilisateur je le connais ». Et en fait en général ils ne connaissent pas. Donc il s'agit de les amener en fait quand même à rencontrer leurs utilisateurs et aller les interviewer ou alors se mettre en immersion ou les observer. Donc ça c'est un autre point qui est compliqué. L'autre point qui est compliqué c'est la même chose au niveau du test, c'est que souvent on est tellement content de son idée qu'en fait on ne veut pas entendre ce que l'utilisateur a à nous dire, le feedback qu'il veut nous donner. Donc souvent ce que l'on fait c'est que très rapidement on va implémenter et là on va se planter. Parce qu'on n'a pas été suffisamment ouvert pour entendre ce que l'utilisateur nous a dit, pour repartir au niveau de l'idéation, de la définition du besoin ou de l'observation, pour itérer et avoir une meilleure solution. Donc ça, c'est une autre difficulté dans les boîtes. L'autre difficulté aussi, c'est le fait que c'est un processus itératif. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que la solution est prête à être implémentée. Donc, on va dire que toi, tu es mon boss et tu vas me demander, bah, écoute Rémi, donc, quand est-ce que tu as fini le projet? Et je vais dire, bah, je ne sais pas. Je sais que pour la première itération, ça va prendre 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, mais on va avoir besoin de plus d'itérations. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en production. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué en entreprise. Donc, en général, les boss ne veulent pas entendre parler de ça. Parce qu'on est habitué au PRINCE2, PMI, donc Project Management Type of Ways of Working. Donc, les gens ils sont habitués à des plannings, des fichiers Excel, et ils savent exactement à quel moment ils ont fini telle phase. Et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, l'équipe, elle est auto-organisée, et c'est elle, en fait, avec le retour des tests, donc des utilisateurs, et c'est elle qui va dire si oui ou non il faut rentrer en production. Donc ça c'est vraiment un truc compliqué. Alors, pour ce faire, tu as une équipe qui s'appelle donc la Design Team. Donc la Design Team, elle est constituée en fait de Design Thinkers. Ces Design Thinkers, ils viennent de différents silos, donc du service marketing, du service client, de la prod, du service juridique, et ils vont travailler ensemble et ils vont entrer en empathie avec leurs clients, leurs utilisateurs, pour comprendre son besoin en fait. Cette équipe-là, elle est aidée par ce qu'on appelle un design facilitateur. Ce design facilitateur, il va aider l'équipe à suivre un processus de A à Z. Donc, le processus de design thinking pour arriver à un prototype, à le tester. Le product owner, c'est un peu celui qui est responsable ou il est co-responsable avec l'équipe du produit, des services qu'ils veulent designer. Et le supérieur hiérarchique, on va l'appeler l'adaptive leader. Et là, vous avez le team coach. Et le team coach, il va aider tout ce petit monde à bien fonctionner ensemble. Okay. Donc à minimiser les frictions, ou s'il y a des frictions, que ce soit les frictions constructives, parce qu'il y en a toujours. Et il va s'assurer que l'adaptive leader reste bien dans son rôle, parce qu'il a un rôle qui est très particulier, c'est qu'il est là pour aider l'équipe, mais sans la micromanager. Okay. Donc il doit s'assurer que l'équipe est suffisamment protégée pour qu'ils puissent faire leur travail, qu'ils ont suffisamment de temps et qu'ils ont suffisamment de contact avec les clients et les utilisateurs pour itérer et définir des solutions. Il a aussi un rôle qui est clé par rapport au reste de l'organisation, parce que c'est lui aussi qui va, en tant que sponsor, en fait, il va présenter, en fait, il va protéger et présenter au reste de la hiérarchie tout le travail qui aurait été fait à ce niveau-là. Okay.
et il fait confiance à l'équipe. C'est-à-dire qu'il peut leur faire confiance, qu'ils vont prendre les bonnes décisions et que quand l'équipe dit que le produit est prêt pour être productisé, pour entrer en production, et à ce moment-là, c'est possible. Et il va pas leur mettre la pression pour le faire trop tôt. Ok. Donc c'est un peu le garde du processus que tu donnais avant. Il va essayer de prendre toute la pression extérieure qui pourrait changer l'organisation de l'équipe. Ouais, donc lui, et sinon, c'est le product owner ou surtout le design facilitator qui va prendre la pression, qui va ultimement protéger l'équipe pour qu'elle puisse faire son travail. Okay. Et en termes de taille d'équipe, il y a des tailles, ça marche avec toutes les tailles, il y a des tailles limites, des tailles planchers. Alors effectivement, ta question est très juste. Moi, par expérience, je vois que les équipes de 5 personnes plus un facilitateur, en gros, c'est un chiffre qui marche bien. Okay. Au-delà, ça commence à être beaucoup plus compliqué pour les équipes pour fonctionner ensemble. On a toujours l'un ou l'autre qui ne va pas forcément faire grand-chose. Donc je dirais 5 personnes plus le facilitateur 6, c'est idéal. Ok. Voilà. Et ça peut s'appliquer à tout type de boîte. Ça veut dire que si par exemple on veut faire une boulangerie ou que derrière on veut faire des grosses structures comme je sais pas, Uber par exemple, ouais. C'est des méthodologies qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Oui, donc en fait, tu as tout à fait raison. Donc en fait, ce genre de fonctionnement, donc ça c'est ce qu'on appelle une high performing team. Donc cette équipe haute performance qui va en fait designer une proposition de valeur qui va être après mise en production, donc production digitale ou juste production d'un processus ou d'une organisation, d'une feuille de route. Eh bien, donc cette équipe qui est la design team, eh bien, elle est souvent temporaire, le temps de définir la proposition de valeur, de la valider. Après l'équipe de production, par exemple la Scrum Team, dans le cas d'une production digitale, elle va reprendre le bébé, et de préférence sans perdre le bébé en jetant l'eau du bain. Donc, et pour ça, il s'agit que la Scrum Team, il y a des membres de la Scrum Team qui ont été impliqués dans la Design Team. Par exemple, le Product Owner, qu'ils ont en commun, ou alors tout simplement le UX Designer ou le Software Architect. Donc s'ils sont avec les Design Teams, eh bien ça va beaucoup mieux se passer à ce niveau-là. Après ta question, c'est ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines. Oui, ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Par exemple, des processus RH. Pour redesigner le processus RH de recrutement. Eh bien là, tu vas travailler en fait avec différentes personnes qui viennent de différents départements, différents services. Ils vont aller interviewer des personnes qui ont été recrutées en interne ou qui ont quitté la boîte, ou des jeunes comme toi. Ils vont comprendre quelles sont les problématiques et ils vont améliorer leur processus d'onboarding. Et pour la production, ils ne vont pas faire par une Scrum Team parce que souvent ce n'est pas du digital, c'est juste un processus, et ils peuvent le faire eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, la Design Team devient en fait la Production Team ou la Delivery Team. Okay. Voilà. Après se pose la question du passage à l'échelle. Donc effectivement, toi comme tu es un software développeur aussi, tu sais que vous pouvez fonctionner en Scrum, en équipe Scrum, et qu'une équipe peut avoir des dizaines, des vingtaines, des centaines d'équipes Scrum qui travaillent tous plus ou moins sur les mêmes projets, pas nécessairement le même projet. Et donc il s'agit de comment en fait gérer en fait les interactions entre les équipes. Parce qu'au niveau de l'équipe, on sait très bien faire, mais comment faire que les équipes vont bien fonctionner ensemble. Donc là, effectivement, ça passe par des ateliers réguliers entre les différents Scrum Masters ou Design Facilitateurs ou les différents Product Owners, de manière à se synchroniser. Il y a un autre enjeu par rapport à des productions digitales, quand on veut passer à l'échelle, c'est qu'il y a des design teams qui vont concevoir de nouvelles propositions de valeur, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux sites web, de nouvelles applications. Et elles ne savent pas en fait quand elles sont prêtes pour passer en production. Et l'IT en fait, ce sont généralement des endroits avec des ressources contraintes. Donc il n'y a pas des ressources infinies. Et elles ont besoin de programmer un tant soit peu quand est-ce que les ressources sont utilisées. Donc en général, il y a une difficulté qui est de démarrer suffisamment rapidement la production de solutions qui ont été pondues par la design team, mais sans savoir en fait quand est-ce que la solution sera prête. Donc ça, c'est un enjeu important. Ok. Et est-ce que ça arrive par ton expérience que tu aies des processus de la design team
qui, quand ils arrivent en production, est vraiment. Enfin, qui meurent direct parce qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de Ouais. soit les développer, soit les ambitions au niveau de la design team étaient au-delà des capacités de la Scrum Team. Donc en fait aujourd'hui, bon, et en particulier en France ou dans les pays qui sont moins matures en termes de design thinking, ça ce que tu viens d'évoquer, ce problème, qui est le problème en fait d'avoir conçu une proposition de valeur, mais que ça n'aille pas plus loin que le concept, parce qu'en fait après il n'y a plus personne pour faire la production. Ça arrive très très fréquemment. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire un processus end-to-end. Donc où on commence en fait avec une feuille blanche et on arrive au bout de quelques mois à avoir un produit, un service qui est vraiment sur le marché. Et donc il s'agit en fait de penser ensemble pour que les deux équipes qui ont des éléments en commun puissent vraiment arriver à avoir ce handshake, cette poignée de main, pour sans interruption arriver à délivrer quelque chose. Donc l'une des manières de faire, c'est ce qu'on appelle le Service Design Factory, c'est d'avoir un étage ou un bâtiment où il y a toutes ces personnes-là qui vont travailler ensemble. Parce qu'en fait, il ne faut pas les mettre dans des silos. Ces personnes-là, elles doivent être, il doit y avoir un overlap, un recouvrement, et il s'agit de constamment échanger entre ces deux équipes. Et une autre question, c'était plus par rapport à ce que tu disais au début, c'était si par exemple, pour passer d'une entreprise qui a des modes de fonctionner plus classiques et plus historiques, comment tu fais pour faire, je ne sais pas si c'était encore le diagramme, non c'était sur l'autre diagramme, comment tu fais ici pour que tous les verrous, les difficultés que tu as identifiées, qui étaient à la compréhension, l'observation et au test, soient appliquées dans l'entreprise et faire changer un peu les mentalités? Alors, donc là, tu touches à un sujet qui est hyper important, parce qu'on parle souvent de transformation digitale. Et en fait, la transformation digitale ne se fera que quand il y aura une transformation que j'appelle moi centrée sur l'humain. Parce que tu peux imaginer que en fait, il est beaucoup plus simple pour une boîte, pour un manager, de dire eh bien, on va dépenser 50 000 € ou 200 000 € ou 3 millions d'euros pour développer une app. Et donc, il va développer une app avec une Scrum Team à partir de user stories qui auront été pondues par un product owner et il ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais enfin, il va inventer des choses. Et donc, ils vont produire quelque chose. Ils vont avoir une app ou un site web ou des fonctionnalités plus hard au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, le manager qui aura décidé ça, qui aura sponsorisé ça, il va avoir ses barrettes de général. Parce qu'en fait, il aura délivré ce que sa hiérarchie lui demande. Mais on va s'apercevoir au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, que ça ne correspond pas aux besoins du client. Donc là, il y a vraiment un enjeu énorme. Et pour arriver, en fait, donc il y a vraiment un changement de culture nécessaire. Il faut arriver à ce que les entreprises comprennent que cette partie-là, il faut aussi mettre du budget. C'est hyper important. Parce qu'en fait, il faut s'intéresser à l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'une transformation centrée sur l'humain, c'est ça en fait qui est le fondement de toute entreprise qui veut réussir aujourd'hui. Et si tu regardes les GAFA par exemple, les GAFA en fait elles sont, ou des exemples français comme Decathlon, en fait elles sont très très centrées sur l'utilisateur, sur leurs clients. Et elles ne le sont pas une fois lors d'un projet, elles le sont constamment. Donc ce n'est pas one shot, c'est de manière constante, elles essaient d'apprendre toujours de leurs utilisateurs, de leurs clients, pour voir comment elles peuvent faire évoluer leurs produits, donc c'est l'amélioration continue, et comment elles peuvent développer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont répondre à des besoins latents qui n'ont pas encore été exprimés. Ok. Ah, cool. Super. Et est-ce que tu as je pense notamment aux entrepreneurs, est-ce que tu as des méthodes que tu mets en place pour faire cette prise de conscience aux entreprises et les aider en fait dans cette démarche? Pour des gens qui sont déjà convaincus de la méthode de design thinking et de ramener l'humain dans leur entreprise, pour faire comprendre peut-être à la direction ou aux gens qui débloquent les fonds. Alors ta question, c'est finalement comment implémenter le design thinking dans une entreprise. Ouais, surtout accepter déjà le premier POC, le fait qu'elle accepte de libérer du budget pour voir un peu ce que ça donne. Donc en fait, moi ce que je recommande à des personnes qui sont intéressées par cet état d'esprit et qui veulent le pousser dans l'organisation, c'est effectivement de le faire à leur échelle
avec les moyens qui sont les leurs, de faire un projet plus ou moins caché, avec des budgets contraints et réduits, de faire un projet design thinking pour avoir un quick win, en fait, par rapport à une problématique qui n'est pas forcément extrêmement stratégique, mais qui va leur permettre de montrer en fait, à leur hiérarchie le bien fondé de cette approche. Après, quand ils ont fait ça, pour passer à l'échelle dans la boîte, s'il n'y a pas un sponsor très très haut placé, ils n'y arriveront jamais. Donc pour passer de un projet à de multiples projets, il faut qu'il y ait quelqu'un du COMEX Group, qui dise c'est ça qu'on va faire et on va mettre les moyens. Parce que l'innovation, la transformation, s'il n'y a pas de budget, eh ben on ne fait rien. Parce qu'en fait, faire ce processus-là et le faire sérieusement, c'est beaucoup de sueur et c'est de l'argent. Et souvent, en fait, sur la place de Paris aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui veulent faire de l'innovation, mais elles ne réalisent pas que pour faire de l'innovation, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et c'est de l'argent. Donc c'est un investissement comme toute autre chose. Donc il s'agit d'avoir un sponsor qui est très haut placé et que celui-ci trouve des moyens pour que tous les managers intermédiaires ne soient pas des points de résistance dans l'organisation. Donc pour les embarquer avec lui en tant que top level sponsor et pour que tout le monde comprenne l'intérêt de cette méthode, de cet état d'esprit. Une manière de faire qui marche extrêmement bien et que nous faisons régulièrement, ce sont ce qu'on appelle les ateliers de transformation XXL. Donc ce sont des ateliers avec 100, 200, 300 personnes pour les top managers et ils vont expérimenter pendant un jour, mais de préférence 2 ou 3 jours lors des séminaires, la résolution de problèmes avec ce processus en identifiant des challenges stratégiques pour leur boîte. Et quand ils ont fait ça, quand ils ont fait un atelier comme ça avec nous, avec l'académie, effectivement, ils vont se dire, punaise, mais c'est hyper puissant comme état d'esprit, comme méthode. Moi, je veux aussi démarrer de tels projets dans mon service, dans mon entité. Et ça marche. Ok, parfait. Merci d'avoir regardé ce 4e épisode de la semaine avec Thinking. On se retrouve dès demain avec Rémi qui va nous parler des ambitions qu'il a pour sa boîte, de son outil favori et un livre qui l'a beaucoup marqué. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, mettre des likes, réagir en commentaire. Tu peux surtout partager cette vidéo à un maximum de personnes. N'oublie pas de mettre la cloche pour rester informé des sorties de nouvelles vidéos. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.